l'AES. Je propose très concrètement qu'on crée un cadre de concertation avec la CEDEAO. On ne peut pas être dans un cadre d'intégration régionale qu'on décide d'aller attaquer un autre pays. Et monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali est là, et du Burkina Faso, et du Niger, ils sont tous là. Parce que vous êtes des frères. Nous allons devoir cheminer ensemble. Les Africains ne nous ont pas aidés, ne nous ont pas défendus. Il y a même des partenaires extérieurs à l'Afrique qui sont venus à notre secours et qui sont venus nous expliquer comment les choses se sont passées à notre rencontre. Je crois que ça, c'est assez décevant. Voilà, il y a eu des moments historiques particuliers qu'il va falloir que nous dépassions. Parce que ce n'est plus une question émotionnelle, c'est la question de bâtir. Vous imaginez si l'Afrique avait tenu le même discours quand on a voulu attaquer la Libye, qu'est-ce qui se serait passé? Et je voudrais vraiment qu'au niveau de l'Union africaine, on rétablisse le principe de ne jamais voir un pays africain agresser ou faciliter l'agression d'un autre pays africain. Il ne faut pas que certains pays africains pensent que les autres pays impérialistes ou autres qui nous dominent, s'ils partent, eux, ils vont les remplacer. Non. Mais comment voulez-vous que nous, on nous prenne même au sérieux parfois? Évidemment, avec nos titres et nos costumes et nos gros boubous, on nous respecte nous. Mais on ne respecte fondamentalement pas. Le dernier point, je crois que la grande sœur encore a parlé hier de révolution. Oui, on en a besoin, mais par-dessus tout, je pense que ce dont on a besoin, c'est une révolution culturelle. La résilience africaine ne peut pas se limiter à des réactions ponctuelles aux crises. Elle doit devenir une capacité structurelle et continue. Elle doit être capable de protéger le continent face aux turbulences mondiales. Pour ce faire, il nous faut impérativement professionnaliser et coordonner les forces régionales à l'échelle continentale. Les missions ponctuelles ne suffisent pas. Une stratégie intégrée est nécessaire pour protéger les zones de conflit, sécuriser les ressources et contenir et prévenir les menaces transfrontalières. La coopération civile-militaire, incluant les services de renseignement, les systèmes de cybercriminalité, la sécurité énergétique, doit devenir un standard africain. Ça, c'est des tâches que l'Union africaine doit prendre à bras le corps. L'industrie de la défense africaine doit être encouragée. Nous ne produisons pas nos propres armes pour nous défendre, pour réduire la dépendance à l'armement et aux technologies militaires étrangères. Mais il nous faut également une résilience stratégique qui repose sur des institutions solides et légitimes. L'Union africaine et ses communautés économiques régionales doivent être renforcées politiquement et financièrement afin de jouer un rôle central dans la coordination et la résolution des crises. Les États africains doivent investir dans la transparence, la responsabilité et la lutte contre la corruption. Ça, c'est le grand reproche que cette jeunesse fait à ces élites, afin de maximiser l'efficacité des politiques publiques et de garantir la confiance des citoyens et des partenaires. Il nous faut également développer, bien entendu, une coopération et un partenariat intelligent. La résilience, ça ne veut pas dire l'isolation. La souveraineté, ça ne veut pas dire nous couper du reste du monde. Mais l'Afrique doit développer des partenariats équilibrés, basés sur le respect mutuel et la complémentarité. Il nous faut renforcer les liens, comme je l'ai dit, intra-africains, pour créer un marché intégré, capable de rivaliser sur la scène mondiale. Il nous faut négocier avec les puissances extérieures en position de force, afin de protéger les intérêts stratégiques du continent. Nous sommes 54 membres au sein des Nations Unies sur 194 pays. Il nous faut également promouvoir une diplomatie proactive fondée sur l'initiative africaine pour influencer les décisions. Je parlais également de la nécessité de l'autonomie en matière de maîtrise technologique. Il nous faut, en un mot, être maître de notre destin. Et en conclusion, je voudrais dire que l'Afrique est à la croisée des chemins, je voudrais le répéter. Elle porte en elle-même des ressources exceptionnelles, une jeunesse dynamique, un potentiel géopolitique immense. Nous sommes la partie la plus jeune du continent, donc nous sommes jeunes, nous sommes dynamiques, nous avons de la force et de l'énergie. La moyenne d'âge, il faut le rappeler, est de 19,19 ans. À peu près, elle est de 44 ans en Europe. Mais, encore une fois, la souveraineté africaine ne va pas se construire de manière solitaire. Il faut qu'elle se fasse de manière solidaire. Il faut qu'on soit ensemble. On ne pourra pas être grand en voulant manger une partie du voisin.
ou en ayant nos yeux rivés sur les ressources du voisin. On pourrait collaborer ensemble et voir comment nous développer ensemble. Il nous faut un cadre de dialogue dans ce sens-là avec nos frères de l'AES. Je propose très concrètement qu'on crée un cadre de concertation avec la CEDEAO. Et Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Mali est là, et du Burkina Faso, et du Niger, ils sont tous là. Parce que vous êtes des frères. Nous allons devoir cheminer ensemble. Voilà, vous avez il y a eu des moments historiques particuliers qu'il va falloir que nous dépassions. Parce que ce n'est plus une question émotionnelle, c'est la question de bâtir un avenir commun ensemble. Mais pour ce faire, il faut également que la CEDEAO se réforme. Il faut qu'elle se réforme de manière profonde, qu'elle comprenne les enjeux de l'heure. Cela est très très important, et qu'elle ne soit plus perçue par les peuples et par les jeunes comme un machin, comme disait voilà, quelqu'un, où c'est juste des élites qui se réunissent, des élites qui sont comme moi et vous dans la salle, qui n'ont pas de problème particulier, qui ont envoyé leurs enfants faire leurs études à l'étranger. Il ne faut pas que la CEDEAO soit perçue comme ça. Et enfin, il faut absolument que nous éradiquions la pauvreté. Il faut se le dire. Je vois l'ancien ambassadeur de Chine au Sénégal. Quand j'étais jeune, ou quand j'étais enfant, la Chine, c'était un sujet de moquerie. Aux États-Unis, on disait « unlucky like a Chinaman ». Ça veut dire que vous n'avez aucune chance dans la vie. Mais aujourd'hui, la Chine rivalise avec les États-Unis. Pourquoi elle a pu le faire? Parce qu'elle a éradiqué la pauvreté. Tant que nous serons pauvres comme nous le sommes, personne ne nous respectera. Ça, il faut que nous le comprenions. Il faut absolument une initiative, deuxième proposition, une initiative africaine continentale d'éradication définitive de la pauvreté. Il est inconcevable qu'au XXIe siècle, des femmes meurent en couche parce qu'elles n'ont pas accès à des services de santé. Il est inconcevable au XXIe siècle que nos enfants aillent à l'école en ayant faim. Il est inconcevable que nos jeunes, avec des masters, des doctorats, soient assis. Il est donc temps que l'Afrique, une fois pour toutes, vive au XXIe siècle, comme le reste du monde, que la question de la pauvreté soit derrière nous. Et il est temps que les dirigeants, les institutions et les citoyens africains se reconnaissent dans cette vision. Je vous remercie. Maintenant, je vais réfléchir un peu aussi sur les questions de partenariat entre Africains. Parce que là, on est aussi entre nous-mêmes si on a des partenaires extérieurs avec nous. Mais il faut aussi qu'on se dise certaines vérités entre Africains. On a dit solution africaine aux problèmes africains. Le concept est pertinent. Il est juste, il est bon. Mais à la réalité, on a des problèmes avec cette question. Je vous donne juste 2 points à titre d'illustration. Les représentants de l'Afrique au Conseil de sécurité, quand les questions qui touchaient mon pays sont arrivées là-bas, je vous assure que les Africains votaient contre nous pour pouvoir nous imposer des sanctions, même pas sur des questions d'élection et autres, c'est sur des questions de gouvernance interne par rapport au processus de paix. Les Africains ne nous ont pas aidés, ne nous ont pas défendus. Il y a même des partenaires extérieurs à l'Afrique qui sont venus à notre secours et qui sont venus nous expliquer comment les choses se sont passées à notre rencontre. Je crois que ça, c'est assez décevant. C'est assez décevant. La deuxième, c'est le cas du Niger. Parce que l'Afrique doit être bâtie sur la solidarité. On ne peut pas être dans un cadre d'intégration régionale qu'on décide d'aller attaquer un autre pays. Et je crois que par rapport à ça, l'AES a donné quand même une leçon qui doit être apprise un peu partout en Afrique. Parce que c'est la première fois, en tout cas, de ma jeune expérience sur le continent, qu'on veut attaquer un pays, 2 pays se lèvent. Si vous attaquez ce pays, le Mali et le Burkina, on dit que si vous attaquez le Niger, considérez que nous sommes en guerre avec vous. Vous vous imaginez si l'Afrique avait tenu le même discours quand on a voulu attaquer la Libye, qu'est-ce qui se serait passé?
Donc, la sécurité ne peut être envisagée que de manière solidaire. Il faut qu'on se sente lié au-delà des discours. Donc ça me semble être important comme élément. Deux derniers points. On dit qu'on veut sortir des liens de la dépendance. C'est important. Mais il faut aussi qu'on comprenne qu'il faut développer la confiance entre Africains. Il ne faut pas que certains pays africains pensent que les autres pays impérialistes ou autres qui nous dominent, s'ils partent, eux, ils vont les remplacer. Non. Les relations entre pays africains doivent être bâties aussi sur la solidarité, sur le respect mutuel, sur l'entraide mutuelle. Il ne faut pas que d'autres pays africains s'installent dans une démarche hégémonique à l'endroit d'autres pays africains en disant que ma population est plus grande, j'ai plus de ressources, donc par conséquent, voilà, telle puissance est partie, c'est moi qui vais régenter la région. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas également. Le dernier point, je crois que la grande sœur encore a parlé hier de révolution. Oui, on en a besoin, mais par-dessus tout, je pense que ce dont on a besoin, c'est une révolution culturelle. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, l'intelligence artificielle, transformer nos économies, tout ce qu'on doit faire, ça doit être basé. Je parle aussi à nos jeunes gens. Parce que vous dites que vous êtes la génération connectée. Vous êtes sur Internet. Vous êtes en contact avec le reste du monde. Mais ce qui est important, c'est seule la culture qui vous permet de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et d'où vous venez va renseigner votre destination. Donc si vous partez sur le marché planétaire les bras vides, mais vous allez être absorbé. Parce qu'il faut que, dans le concert des nations ou au banquet de l'histoire, comme on dit, chacun apporte quelque chose. Qu'est-ce que nous apportons à ce banquet de l'humanité? Donc c'est notre culture aussi qu'il faut que nous comprenions, comment nous comprenons le monde, c'est important. Il y a des défis importants. Je crois que je salue le travail du ministre Robert Dussé sur la question aussi des injustices faites à l'Afrique. La question des réparations, pas que financières. La question des réparations est une question morale pour laquelle nous devons nous battre et que notre jeunesse aussi doit pouvoir s'engager par rapport à ça. La question de la réparation de l'injustice, comme tu l'as dit, la décolonisation géographique. La carte de l'Afrique qu'on a fait à dessein pour pouvoir la maintenir dans une situation de dominée, me semble être aussi une donnée. Et avec le frère Robert Dussé, nous travaillons aussi à réparer certaines injustices historiques. Parce qu'on se réjouit que ce soit Christophe Colomb qui ait découvert l'Amérique. Mais nous savons, par des recherches archéologiques scientifiques, qu'un des empereurs du Mali, de l'Empire du Mali, pas de la République du Mali, l'Empire du Mali est beaucoup plus grand que la République du Mali actuelle. Le roi Aboubakari II, à l'époque, le Mali n'était pas enclavé. C'était un empire maritime. A organisé une expédition et les récits sont là pour prouver qu'il aurait atteint l'autre rive de l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Mais personne ne racontera cette histoire à notre place et le ministre Dussé, avec nous-mêmes, nous sommes en train de travailler pour avoir des données scientifiques dans le cadre d'un symposium où nous-mêmes nous allons collecter des recherches, des réflexions pour pouvoir mettre ces questions sur la table. Parce qu'aujourd'hui, notre place dans le monde, ce n'est pas juste pour se glorifier, mais c'est aussi pour se mettre en confiance. Parce qu'on a tout fait pour nous diminuer, notre confiance. Il faut que nous nous reprenions nous-mêmes pour pouvoir montrer que aussi c'est possible. Nous n'avons pas toujours été assistés. Voilà ce que je voulais vraiment dire, mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles je pourrais revenir dans les débats. Mais voilà, je voulais juste de façon désordonnée partager quelques réflexions et réagir à tout ce que j'ai entendu depuis hier. Je suis afro-pessimiste, je suis afro-optimiste, mais je suis aussi afro-réaliste. Donc je veux que vraiment on ait une ambition pour notre continent, mais aussi qu'on soit conscient des réalités, des défis qui se posent à nos pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Il va falloir un moment que l'Afrique se décide à oser. Parce que ce type de débat, on a été des étudiants turbulents, on les mène depuis au moins 40, 50 ans. Et c'est maintenant le temps de l'action. C'est-à-dire, est-ce qu'on va oser ou pas? C'est la question qui se pose. J'ai cité tout à l'heure et les États-Unis et la Chine. Vous arrivez à un moment de votre existence où vous n'avez plus d'autre choix que de complètement changer de direction, et l'Afrique en est là. Parce que si on continue sur ce même chemin,
Je ne parle pas de la pression démographique, hein, des gens qui sont derrière là-bas, là, qui vont nous trouver comme élite et qui vont nous dégager. Mais je parle également de toutes ces bandes armées, équipées par qui on sait, hein, et dont on ne parle jamais. Vous voyez des terroristes en 4x4 dernier cri, avec les dernières armes, ils traversent les ports et ils arrivent ici. Et qui les financent. Toutes ces questions-là, en fait, on le sait, mais on n'en parle pas. Donc, il y a une question de responsabilité, des élites africaines, pour aujourd'hui faire face, ensemble. Et je voudrais vraiment qu'au niveau de l'Union africaine, on rétablisse le principe de ne jamais voir un pays africain agresser ou faciliter l'agression d'un autre pays africain. Nous sommes tous des diplomates, nous ne parlons pas de nom de pays, mais nous le savons. Donc il est temps vraiment que ce principe-là, nous l'exerçons entre nous, au sein de l'Union africaine. La deuxième question, c'est quel modèle économique nous comptons mettre en œuvre. Ça fait 65 ans que nous sommes entre néolibéralisme et libéralisme qui n'a rien produit pour nous. Est-ce qu'il y a, professeur, est-ce qu'il n'est pas temps de réinventer l'économie africaine elle-même comme sujet même de réflexion? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même la partie la plus pauvre de la planète. Et ça, c'est la question centrale. C'est la mère des batailles. Voilà, je me répète, mais c'est parce que cela me tient fondamentalement à cœur. Comment voulez-vous qu'on nous respecte quand on voit, il y a eu combien 5000 noyades de nos jeunes dans l'Atlantique? Mais comment voulez-vous que nous, on nous prenne même au sérieux parfois? Évidemment, avec nos titres et nos costumes et nos gros boubous, on nous respecte nous. Mais on ne respecte fondamentalement pas à l'Afrique en tant que telle. Donc cette question, elle est centrale. Et ça, il faudrait qu'on la porte vraiment au plus haut niveau. Quelqu'un a parlé de l'industrialisation, mais sans industrialisation, on n'ira nulle part. On importe des cure-dents, on les importe. On sait quand même fabriquer des cure-dents. Je ne parle pas même de l'armement militaire qu'il est temps de promouvoir en Afrique.